Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour cette troisième conférence grand public qu'on organise dans le cadre des 20 ans de l'Institut du Thorax. Donc, je me présente, je suis Bertrand Cariou, je suis professeur d'endocrinologie au CHU de Nantes et directeur de l'Institut du Thorax. Et donc, on a pensé à faire ce cycle de conférences grand public autour un peu de nos thématiques fortes de recherche au sein de l'Institut, parce que ça nous paraissait important d'échanger avec le grand public autour de ces différentes thématiques. Donc on en a eu 3. Les premières, c'était autour des arythmies cardiaques, de la mort subite. La deuxième, c'était autour des pathologies valvulaires cardiaques, notamment le rétrécissement aortique. Et aujourd'hui, on va parler de cholestérol. Et la prochaine fois, ce sera les anévrismes intracrâniens. Alors, si j'arrive à passer les diapositives... Clavier, c'est mieux, oui. Donc, je ne sais pas si c'est votre première conférence grand public de ce cycle, mais pour vous redire un petit peu ce qu'est l'Institut du Thorax. Donc, l'Institut du Thorax, c'est un institut de recherche translationnel. Notre objectif, c'est vraiment de mettre autour du patient et des maladies du patient l'ensemble des acteurs du soin, alors à savoir, bien entendu, les médecins et les chercheurs, et d'avoir ce dialogue médecin-chercheur afin d'améliorer la prise en charge, de trouver des nouvelles causes des maladies pour mieux les comprendre et mieux les soigner. Ce qui est important aussi, c'est que, vous voyez, on a différents pôles qui sont un petit peu séparés pour l'instant, qui vont se regrouper dans le futur, à savoir que proche d'ici, vous avez le laboratoire de recherche au niveau le long de la Loire, à côté des urgences, où vous avez à peu près 200 personnes, chercheurs, ingénieurs de recherche, techniciens, doctorants, post-doctorants. Et ce laboratoire est organisé autour de 4 grandes équipes de recherche avec une labellisation à la fois par Nantes Université, l'INSERM et le CNRS. Et puis quand on prend la voiture, qu'on va un petit peu plus loin, on a l'hôpital Nord. Et à l'hôpital Nord, vous avez les services de soins de l'Institut du Thorax, la cardiologie, la pneumologie, la chirurgie cardiaque, l'endocrinologie, qui permet donc de suivre les patients, de les prendre en charge. Et on a, à l'interface entre soins et recherche, le centre d'investigation clinique, le CIC, également basé à l'hôpital Nord, qui permet de proposer aux patients des protocoles de recherche, que ce soit des protocoles de recherche industriels avec des nouveaux traitements, mais aussi de pouvoir faire des protocoles de recherche issus des travaux de notre laboratoire, donc ce qu'on appelle de la recherche académique. Donc là, aujourd'hui, cette troisième conférence, on va parler de cholestérol et j'ai le plaisir, on a imaginé ces conférences avec des binômes, et donc pour illustrer ce qu'est l'Institut du Thorax, ce sont des binômes chercheurs-cliniciens, cliniciens-chercheurs, et donc avec comme clinicien le docteur Sarah Smati, qui est maître de conférence praticien hospitalier en endocrinologie ici au CHU de Nantes, et comme chercheur le docteur Antoine Rimbert, qui est chargé de recherche au CNRS. Et donc ils vont vous parler du cholestérol. Alors quand on parle de cholestérol, c'est un peu... Tout le monde a un avis sur le cholestérol, et il y a beaucoup d'avis, et je pense que c'est important de rétablir certaines vérités. Donc, ils vont s'exprimer en duo pendant 45 minutes, et après, il y aura du temps pour 15 minutes de questions, et pour qu'on puisse échanger. Et avant de commencer, je voudrais aussi remercier finalement les personnes grâce auxquelles cette soirée peut s'organiser. Donc, bien entendu, Vimla Mayura, qui est... notre responsable communication au sein de l'Institut, la faculté dentaire d'odontologie ici pour nous prêter son amphithéâtre, toutes les équipes au sein de l'Institut qui participent à l'organisation et à l'élaboration de ces conférences, et puis bien sûr nos tutelles, Nantes Université, le CHU, l'INSERM et le CNRS. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Sarah. Bonne soirée et bonne conférence. Bonsoir à tous. Merci Bertrand de l'introduction. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. C'est bon ? Donc effectivement, ce soir, nous allons discuter ensemble de cholestérol et on va vous apporter, je l'espère, des réponses à différentes questions que vous avez pu vous poser, à la fois sur le plan clinique et puis aussi sur le plan plus scientifique. Alors pour démarrer, déjà, on entend toujours cholestérol, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bien, il faut lutter contre le cholestérol. Donc on va aussi rétablir les choses. Le cholestérol a aussi un rôle au niveau physiologique. Ce n'est pas que mauvais pour l'organisme. Il y a un rôle du cholestérol puisque c'est en partie lui qui constitue les membranes de nos cellules,
qui fait la forme des membranes, qui fait la fluidité des membranes. Le cholestérol a également un rôle dans la fabrication des hormones stéroïdiennes. Les hormones stéroïdiennes, ce sont les hormones que fabriquent nos glandes surrénaliennes, le cortisol, l'aldostérone, et puis nos glandes sexuelles, la testostérone, les oestrogènes, sont formées à partir de cholestérol. Il a également un rôle dans la fabrication de la vitamine D par l'organisme, sous l'impact d'autres facteurs comme l'exposition au soleil, et puis le rôle du rein, du foie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour la vitamine D, mais le cholestérol fait partie des précurseurs. Et puis enfin, c'est un constituant de la bile, des selles biliaires. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça avait été découvert. En fait, le cholestérol, l'étymologie du mot cholestérol, col, c'est la bile, et le stérol, c'était pour solide, et donc c'est la bile solide. Et cette bile nous permet d'absorber, entre autres, certaines vitamines qu'on dit liposolubles et qui ont besoin de ce phénomène-là pour être absorbées au niveau de l'organisme. Alors, d'où vient le cholestérol ? 20% d'origine alimentaire, petite partie, et la majorité, 80% de notre cholestérol, provient de notre propre fabrication. Donc, tout de suite déjà, ça vous montre que la part alimentaire dans le cholestérol, elle va être assez modeste, et c'est principalement le foie, c'est surtout le foie qui fabrique le cholestérol, et donc la grande majorité du cholestérol qui circule dans nos vaisseaux provient de notre propre fabrication interne. Néanmoins, dans les 20% d'origine alimentaire, il faut que vous sachiez que le cholestérol provient de graisses d'origine animale, pas de cholestérol dans les végétaux. Et il y a différents produits qui contiennent le cholestérol, les produits plutôt gras, les produits d'origine laitière, fromage, beurre, crème, chose qu'on aime bien dans la région nantaise. Le jaune d'œuf qui est connu aussi pour être riche en cholestérol, certaines viandes plutôt grasses, et puis certains poissons et fruits de mer. Alors ça, c'est les aliments qui contiennent le cholestérol. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut bannir tous ces aliments-là, parce que finalement, vous allez voir que notre niveau de cholestérol est finalement assez peu modulé par cette alimentation-là. Et ce qui compte surtout pour le risque cardiovasculaire, ça va être le type d'aliment choisi. Et parmi les aliments que je vous montre là, certains, dont les charcuteries, les choses très grasses, sont plutôt connus pour avoir un effet délétère au plan cardiovasculaire. Alors, le cholestérol, c'est une forme de graisse, c'est un type de lipide qui n'est pas capable de circuler dans le sang puisqu'il est lipophile, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être soluble dans le sang. Et donc, pour être transporté, il a besoin d'être entouré de tout un bagage. Ça s'appelle une lipoprotéine, c'est un ensemble à la fois de graisse et de protéines assemblées. Vous voyez les protéines en bleu ici. Et ces lipoprotéines, elles sont de différentes sortes, avec différents noms, dont certains vont peut-être plus vous parler que d'autres. Les chylomicrons, ce sont des grosses lipoprotéines. Je vous montrerai tout à l'heure comment elles fonctionnent. Les VLDL. Et puis peut-être que vous connaissez un peu plus, j'imagine, les LDL et les HDL, dont on va reparler tout de suite après. En pratique, comment on fait en clinique pour évaluer un bilan lipidique ? On doit prescrire à un patient un bilan lipidique et on demande un bilan à jeun pour pouvoir bien évaluer l'ensemble des lipides dans le bilan sanguin. Et puis on note, il y a une façon de l'écrire, c'est exploration d'anomalies lipidiques, c'est comme ça qu'est reconnu l'acte au niveau de la sécurité sociale. Le résultat, vous le connaissez sans doute, vous avez sans doute déjà vu ce type de résultat. On a différentes données, le cholestérol total, les triglycérides, et puis le HDL cholestérol et le cholestérol LDL. Et donc vous avez très probablement entendu parler du bon cholestérol, qui est le HDL, du mauvais cholestérol, qui est le LDL. Finalement, le cholestérol contenu dans ces lipoprotéines, c'est le même cholestérol. On a un seul type de cholestérol. En revanche, ce sont la forme et puis la particularité de ces lipoprotéines qui font que certaines vont être appelées plutôt mauvais cholestérol et d'autres bon cholestérol. Donc dans votre prise de sang, ce qui va correspondre au mauvais cholestérol, c'est bien le LDL cholestérol. Et ça va être justement la cible qu'on va essayer d'atteindre pour éviter la survenue des événements cardiovasculaires. Donc un seul type de cholestérol, mais des transporteurs différents qui ont des propriétés différentes et un risque cardiaque différent. En termes de physiologie, pour vous resituer un peu ces différentes lipoprotéines, la régulation du cholestérol, elle se fait par différentes voies. Alors il y a la voie, ce qu'on appelle la voie exogène, ça c'est l'apport du cholestérol justement par alimentation qui arrive dans l'intestin et qui pourrait être transporté jusqu'au foie et transporté par ces fameux chylomicrons, ces grosses lipoprotéines qui permettent le transport du cholestérol de l'intestin jusqu'au foie. Et puis il y a la voie endogène, donc celle
qui est propre à chaque individu, où le foie fabrique le cholestérol, le sécrète en dehors de l'organe dans la circulation sanguine par une lipoprotéine qui est nommée le VLDL, qui est un petit peu moins connu. Et suite à différentes réactions, on va obtenir du LDL cholestérol, qui est là bien plus connu et dont on sait les effets délétères au niveau cardiovasculaire. Ce LDL cholestérol va circuler dans le sang, et lorsqu'il est en excès, va être à l'origine de la formation de ces plaques d'athérome que vous voyez ici. C'est un des facteurs qui favorise la survenue de ces plaques. Et puis une partie du LDL cholestérol va servir au tissu périphérique. Alors pourquoi on parle de bon cholestérol pour le HDL ? Le HDL a la propriété de ramener l'excès de cholestérol vers le foie et ainsi d'éviter la formation de ces plaques de cholestérol. Et c'est pour ça qu'on a cette dénomination bon et mauvais cholestérol. Alors, quand est-ce qu'on doit réaliser un premier bilan lipidique dans la population générale ? On a des recommandations qui nous disent, alors ça différencie selon le sexe, chez les hommes, à partir de 40 ans, on devrait faire un premier bilan lipidique pour vérifier le taux de cholestérol chez les personnes qui vont bien, qui sont en bonne santé. Et puis chez les femmes, on est un petit peu décalé, c'est à partir de 50 ans, ou plutôt si elles sont déjà ménopausées avant l'âge de 50 ans. Mais en général, les femmes ont eu un bilan lipidique plus précoce, puisque lorsqu'on prescrit une pilule œstroprogestative, on doit vérifier le niveau de LDL cholestérol chez ces patientes. Et donc, en théorie, elles devraient avoir eu un bilan si elles ont eu dans leur vie une pilule œstroprogestative. Et puis en dehors de l'âge, il est recommandé de faire un bilan lipidique, quel que soit l'âge finalement, en cas de maladie cardiovasculaire avérée. Quelqu'un qui a fait un infarctus, évidemment, il va avoir un bilan lipidique. Et quand on a déjà fait un événement cardiovasculaire, on passe en ce qu'on appelle en prévention secondaire. On évite la survenue d'un deuxième événement. Et puis vous avez les personnes qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, chez qui on ne va pas attendre forcément l'âge de 40 ou 50 ans pour faire un bilan lipidique. Et les facteurs de risque cardiovasculaire, ce sont par exemple ceux que j'ai cités ici, la présence d'une hypertension, un tabagisme actif, un diabète, une obésité, l'insuffisance rénale, doivent faire prescrire un bilan lipidique chez une personne, quel que soit son âge. La présence d'hypercholestérolémie dans la famille aussi, on est un peu plus précoce dans la prescription des bilans. Et puis enfin, si dans la famille, il y a beaucoup d'événements cardiovasculaires autour de soi, il est bon de prescrire un bilan lipidique avant même d'arriver à ces âges-là. Donc je reviens sur mes résultats de bilan lipidique. Vous pouvez voir pour les différentes catégories. Vous voyez ici qu'il y a des normes données par le laboratoire, et puis vous pouvez voir que pour la partie LDL cholestérol, il n'y a pas de normes. On n'a pas de normes. Je ne peux pas vous dire si votre taux de LDL cholestérol est normal ou pas normal. Il n'y a pas de définition de normes. Et quand vous regardez les petites lignes de votre résultat de bilan biologique, vous voyez que finalement, on vous demande de vous référer à des recommandations d'experts pour savoir quelle est votre cible, et pas votre norme, votre cible de LDL cholestérol. C'est là qu'intervient le rôle du médecin, de guider cette cible de LDL cholestérol. Alors, il n'y a pas de normes, mais dans l'équipe, un de mes collègues, le docteur Varny, a regardé les moyennes de LDL cholestérol dans la population française. C'est des données qui sont issues d'une cohorte qui a servi à plusieurs études, la cohorte Constance. Et dans cette étude-là, il y avait à peu près 135 000 personnes qui étaient en bonne santé. On a retiré toutes les personnes qui étaient traitées pour cholestérol. Et je vous demande de vous focaliser sur ma flèche. Là, on va regarder que la moyenne. Les courbes du dessus et du dessous, ce sont les extrêmes, et je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais quand on regarde les moyennes en marron, ce sont les femmes, et en vert, ce sont les hommes. Ce qu'on voit, c'est que le niveau de LDL cholestérol, il augmente avec l'âge. Donc finalement, quand on regarde un bilan biologique, peut-être il faudra prendre en compte l'âge pour l'interpréter. Alors là, j'ai pris en compte pour le calcul du facteur de risque, mais je vous dis, dans cette histoire de normes, on est un peu... je ne peux pas vous donner une norme de LDL, mais on voit que ça monte physiologiquement avec l'âge, et d'autant plus quand vous regardez les femmes en marron, là, il y a une pente assez forte vers l'âge de 50 ans. Ce qu'on sait maintenant, c'est que le LDL cholestérol est bien une des causes des maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas qu'une association. Enfin, il y a vraiment des études qui ont montré que des niveaux de cholestérol élevés donnaient des événements cardiovasculaires de façon plus importante que des niveaux de cholestérol plus bas. Et donc ça participe de façon certaine à la formation de ces plaques d'athérome au niveau des vaisseaux des artères. Et ce qu'on sait aussi, c'est que baisser le niveau de cholestérol a un effet positif sur la formation de ces plaques de cholestérol.
Alors il y a beaucoup de littérature, et quand on essaie de regrouper un peu toutes ces données, on a des données de cet ordre d'idée, c'est-à-dire que chaque fois que vous baissez le LDL cholestérol de 0,40 g, vous baissez le risque cardiovasculaire de 22% chez la personne qui est traitée. Donc ça, c'est des données qui sont quand même assez fortes en médecine. On n'a pas beaucoup de traitements aussi flagrants sur le risque cardiovasculaire. Et c'est la base en fait, de notre prise en charge qu'on fait aujourd'hui. Donc je n'ai pas de normes, mais par contre, pour chaque patient, je vais devoir évaluer le risque cardiovasculaire personnalisé pour donner une cible de LDL cholestérol. Donc pour ça, on reprend les facteurs de risque dont je vous ai parlé juste avant. Pour chaque personne, on va regarder s'il y a la présence d'un de ces facteurs de risque. J'ai oublié le sexe, puisque le fait d'être un homme est un facteur de risque supplémentaire. Et puis, on a différents moyens de calculer, mais il y a quelques outils qui sont disponibles et qui sont en libre service, qui sont issus des données de recommandations d'experts. Là, c'est l'exemple de la Société européenne de cardiologie, avec à disposition un calculateur de risque. Vous rentrez les données de la personne, est-ce qu'elle est hypertendue, est-ce qu'elle fume, est-ce qu'elle est diabétique, des données qui sont spécifiques aux personnes plus âgées aussi, et qui nous permettent de donner un score de risque cardiovasculaire dans les 5 années à venir. Et à partir de ce risque cardiovasculaire, on va pouvoir donner à chaque patient la cible de LDL cholestérol qui est souhaitée. Et donc pour une personne qui a un risque cardiovasculaire faible, on va avoir une cible de LDL cholestérol. Alors les chiffres, je les ai mis en exemple, ce sont des chiffres d'un certain type de recommandation, d'un certain type d'experts. Mais c'est juste pour vous illustrer le propos. Quand on a un risque faible, la cible est plus basse, et plus le risque cardiovasculaire augmente, avec un risque ici très élevé, et plus la cible de LDL cholestérol diminue. Plus on est strict sur le chiffre qu'on veut obtenir en termes de LDL cholestérol. Et vous voyez que pour les personnes à risque très élevé ou qui ont déjà fait un événement cardiovasculaire, il est recommandé d'avoir un niveau de LDL cholestérol très bas, en dessous de 0,55 g par litre. Alors, comment prendre en charge ces patients ? Les mesures hygiéno-diététiques, elles restent toujours d'actualité, quoi qu'il arrive. Même si je vous ai dit que l'apport alimentaire n'était pas majeur, elle est quand même importante parce qu'on prend la personne sur le plan global. On veut baisser le risque cardiovasculaire, on ne veut pas juste baisser un chiffre de cholestérol. Et donc il est important de donner des recommandations de bonne diététique et d'activité physique pour lutter contre la sédentarité, parce que le but, c'est vraiment d'éviter ces événements cardiovasculaires et pas juste de baisser un chiffre de LDL cholestérol. Néanmoins, il va falloir quand même baisser ce chiffre de LDL cholestérol, et donc il va falloir une prise en charge médicamenteuse qui doit être précoce, c'est-à-dire qu'on évite l'inertie. Parfois, on fait un bilan, on voit que le LDL est beaucoup plus élevé que la cible, et on se dit on va recontrôler. On peut recontrôler une fois, mais à ce jeu-là, on risque des fois d'attendre 1 an, 2 ans avant de démarrer un traitement, et ça, on sait que c'est dommageable. Le but, c'est de prévenir ces fameux événements cardiovasculaires, et le traitement est à vie. Quand on arrête un traitement du cholestérol, le cholestérol remonte et on perd le bénéfice de ce traitement-là. Donc c'est vrai que c'est une discussion qu'on a avec le patient, de se dire, là, à partir de maintenant, on va démarrer un traitement que vous allez garder toute votre vie pour vous protéger au niveau cardiovasculaire. Et puis enfin, l'autre chose qu'on essaye de ne pas négliger, c'est une fois qu'il y a le traitement, après il faut atteindre la cible. Parce qu'on voit beaucoup de patients qui sont traités, mais avec des niveaux de cholestérol qui restent encore au-dessus des cibles. Et donc ça doit être un truc qu'on doit se rappeler à chaque consultation. Est-ce qu'on est parvenu à atteindre cette cible de LDL cholestérol ? Parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on protégera le mieux le patient. Le traitement, en première intention, et ça c'est toujours d'actualité, c'est les traitements par statine. Les statines sont des médicaments qui se prennent par la bouche 1 fois par jour. La dose, elle est variable en fonction de la cible qu'on va atteindre. Donc en général, on va démarrer par un traitement de pas trop importante intensité et on va augmenter progressivement jusqu'à atteindre notre cible de LDL cholestérol. Le mécanisme, en fait, ça bloque la fabrication de cholestérol par le foie. Donc ça agit là où il y a le plus de fabrication de cholestérol, comme je vous l'ai dit au début. Des fois, ça ne suffit pas pour atteindre la cible de cholestérol. Et là, on est obligé d'ajouter une deuxième molécule. Et la deuxième molécule indiquée s'appelle l'ézetimibe. L'ézetimibe, c'est aussi un comprimé. Et cette fois-ci, le mécanisme, il est différent. L'ézetimibe va bloquer l'entrée du cholestérol au niveau de l'intestin, donc du cholestérol alimentaire. Donc l'effet va être un peu plus faible que la statine, mais va venir en supplément de la statine et nous permettre parfois d'atteindre ce fameux objectif. Et si l'objectif n'est toujours pas atteint,
on a à disposition une troisième ligne de traitement. Ce sont les inhibiteurs de PCSK9. C'est des molécules un peu plus récentes et qui sont très puissantes sur la baisse de LDL cholestérol. Cette fois-ci, on passe en voie injectable pour le moment, une injection tous les 14 jours, avec des résultats qui sont assez probants sur le niveau de LDL cholestérol, mais aussi sur la baisse de risque cardiovasculaire. Et là, le mécanisme, pour faire simple, de ces inhibiteurs, c'est d'augmenter l'entrée du cholestérol qui circule à l'intérieur du foie. Et ça fait baisser les niveaux de cholestérol circulant. À noter que ces médicaments-là n'est pas disponible pour tout le monde. En France, c'est remboursé chez les personnes qui ont déjà fait un événement cardiovasculaire, donc en prévention secondaire, ou des personnes qui ont des formes génétiques d'hypercholestérolémie très sévères. Donc c'est un traitement qui est à disposition pour un certain type de patients très à risque de récidive cardiovasculaire. Et justement, on va aborder maintenant, et c'est surtout mon collègue Antoine Rimbert qui prendra la suite, l'hypercholestérolémie familiale. Et là, on rentre dans le domaine de la maladie génétique. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont des hypercholestérolémies plutôt très sévères et qui sont liées à une mutation d'un gène, un gène de l'organisme, en lien avec le métabolisme du cholestérol, qui va expliquer cet excès de LDL cholestérol. On parle de maladie monogénique parce que c'est un seul gène, et c'est finalement assez fréquent, puisque une personne sur 300, quand vous regardez un peu autour de vous, ça commence à faire pas mal de monde à l'échelle de la population générale. Alors, quand est-ce qu'on y pense à cette maladie génétique, l'hypercholestérolémie familiale? On fait du dépistage, et le dépistage doit être quand même ciblé, parce qu'on ne va pas faire de la génétique chez tous les patients qu'on voit. Et donc, on va réserver ces examens génétiques aux patients qui ont des antécédents d'hypercholestérolémie génétique. C'est sûr que si dans votre famille, il y a une personne qui a une mutation génétique qui donne de l'hypercholestérolémie, là oui, il faudra se faire dépister, parce qu'il y a un risque sur 2 de transmettre à sa descendance, et c'est ce que vous allez voir tout de suite après. Quand il y a beaucoup d'événements cardiovasculaires précoces dans une famille, ça nous fait suspecter aussi une cause génétique. Quand la personne elle-même a déjà fait des événements cardiaques de façon précoce, donc avant l'âge de 50 ans, avant l'âge de 60 ans chez les femmes. Et puis parfois, ça se voit, il y a des dépôts de cholestérol en dehors des vaisseaux, et ça ressemble à ce que vous voyez là. On appelle ça des xanthomes, ce sont vraiment des dépôts de cholestérol qui se font en dehors des vaisseaux sanguins, ici au niveau des yeux, et puis ici au niveau de la cornée, vous voyez le petit cercle blanc. Alors c'est la survenue de ces dépôts-là à un âge plutôt précoce. Ça compte aussi, c'est quand on a ces dépôts-là plutôt avant l'âge de 45 ans que là on suspecte fortement la maladie génétique. Et puis enfin, ce qui nous alerte, c'est les niveaux de LDL cholestérol. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de normes, mais quand on dépasse certains seuils de LDL cholestérol, 1,90 g, 2 g, là on commence à se poser la question d'une atteinte génétique. On se pose la question parce que ces patients qui ont une atteinte génétique, ils ont un risque cardiovasculaire qui est très élevé, encore plus élevé que les personnes qui ont les facteurs de risque cardiovasculaire classiques que je vous ai montrés tout à l'heure, et qui eux-mêmes peuvent cumuler d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, on peut cumuler le risque. Et la problématique, c'est que la grande majorité des personnes ne savent pas qu'elles ont cette atteinte-là. On estime en France que plus de 90% des personnes avec une hypercholestérolémie familiale ne sont pas diagnostiquées, d'où l'importance de faire du dépistage et des enquêtes familiales quand on retrouve un cas. Le dépistage est important de ces formes génétiques parce que quand on a une mutation génétique, finalement l'hypercholestérolémie, on l'a depuis la naissance. Là, vous voyez sur ce schéma, c'est le cumul c'est notre exposition au LDL cholestérol au cours de la vie chez une personne qui n'a pas de maladie génétique. Donc, depuis la naissance, on cumule des niveaux de LDL cholestérol dans notre organisme. Et quand on est un homme et sans facteur de risque, la majorité des premiers événements cardiovasculaires arrivent vers l'âge de 55 ans. Cet âge, il est variable, heureusement. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a certains facteurs de risque qui vont aggraver, qui vont rendre les événements encore plus précoces, et puis d'autres qui vont vous protéger. Alors, je n'ai pas tout mis, mais évidemment que quand on a une activité physique modérée, etc., ça peut modifier les choses. Mais ce que je veux vous montrer surtout, c'est que quand on a l'hypercholestérolémie familiale, la mutation génétique, l'exposition au cholestérol, elle est dès le début, dès la naissance, avec des niveaux beaucoup plus élevés. Et là, cette exposition va conduire à des événements cardiovasculaires beaucoup plus précoces. Et si on transpose à ce que je viens de dire avant, vous voyez qu'on a les événements 20 ans avant. Donc vraiment une maladie plus sévère, en lien avec des niveaux de cholestérol plus élevés et plus exposés dans la durée et dans le temps. Et je vais vous laisser avec Antoine pour la suite.
Merci Sarah, bonsoir à tous. Comme Bertrand le disait, je suis chercheur au CNRS et je suis en particulier, j'ai une formation de généticien. Donc je vais vous parler plus de l'hérédité, de l'ADN, voilà, tous ces gros mots-là dans l'aspect, dans la pathologie liée au cholestérol. Donc, ce qui se passe ici, vous avez un arbre familial, je pense que vous en avez tous déjà vu. Les carrés sont des hommes, les ronds sont des femmes, en fonction des générations ici. Les symboles qui sont représentés en noir sont les patients atteints au sein d'une famille, et ceux qui sont blancs ici sont sains. Donc dans notre cas ici, c'est l'hypercholestérolémie familiale sur laquelle on va discuter. Et en particulier, comment on va s'intéresser d'un point de vue génétique, et surtout pourquoi on va le faire en lien avec les cliniciens de l'Institut. Donc on va partir vraiment très très bas. Vous savez tous que notre corps est composé de milliards de cellules qui ont toutes des fonctions différentes. Ici vous avez une cellule de muscle qui a besoin de contractilité, une cellule neuronale, une cellule d'os qui vont avoir des fonctions complètement différentes de structure, d'influx électriques, etc. Donc voilà, et ces cellules-ci, finalement, ce qui va leur conférer leur fonction, leur fonctionnalité, ça va être les protéines qui la composent. Donc, comme je le disais, ces protéines qui sont au nombre de dizaines de milliers par cellule vont conférer la fonction à ces cellules de notre corps, qui sont toutes différentes évidemment. À l'inverse, on a des milliards de cellules, des dizaines de milliers de protéines qui confèrent la fonction encore une fois. Seulement, on a un seul code génétique, et ce code génétique est le même dans n'importe quelle de nos cellules. Donc, on a quelque chose qui se passe dans nos cellules qui va donner l'information que telle ou telle cellule, en fonction d'où elle se trouve dans le corps et en fonction de ses fonctionnalités, doit exprimer telle ou telle forme de fonctionnalité. Donc comment ça fonctionne ? Le code génétique va coder pour la formation de ces protéines qui vont, elles, conférer la fonction. Et ce code génétique, il est retrouvé dans chaque cellule de notre organisme, comme je le disais précédemment. Vous avez déjà vu ces cellules, mais dans chaque cellule, vous avez un noyau, comme à l'intérieur d'une pêche. Et dans ce noyau, on retrouve ce qu'on appelle des chromosomes. Et ces chromosomes, quand on les déroule, petit à petit, en fait, on se retrouve avec notre double hélice d'ADN ici. Dans chaque cellule de notre corps, chez l'homme, il y a 23 paires de chromosomes. Je parle de paires de chromosomes pour chaque paire, ici de 1 jusqu'au chromosome sexuel, ici X et Y. Un chromosome est hérité du côté paternel et un chromosome est hérité du côté maternel. Comme je le disais juste avant, lorsqu'on déroule ces chromosomes, on se retrouve avec ces doubles hélices d'ADN que vous connaissez bien. Et en fait, cet ADN n'est ni plus ni moins que la répétition de ces bases nucléiques ici, de 4 types, il y en a seulement 4 qui sont répétés un nombre infini de fois au sein de notre ADN, qui sont un T, un G, un A et un C. Au sein de cet ADN, on retrouve des entités particulières, et ces entités particulières, c'est ce qu'on appelle des gènes, on en parle fréquemment en règle générale. Et ces gènes, finalement, ils sont au nombre de 25 000, et on a à peu près un gène par protéine qui confère la fonction, encore une fois, quand on revient sur la diapositive d'avant. Chaque cellule de notre corps comporte 3 milliards de paires de bases, donc c'est 4 lettres qui sont répétées tout au long de votre génome. Et les parties codantes de notre génome, donc ce qui va donner l'information de la formation d'une protéine en particulier, on retrouve à peu près 25 000 gènes qui représentent 3% seulement de notre génome. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est pour repartir à la fonction. Si ici on s'intéresse à une fonction particulière, on parlait juste avant de cholestérol, si on part d'une mutation dans toutes les cellules de notre corps, ça va influer sur la formation d'un certain type de cellules, et donc de protéines, et donc conférer une dysfonction de nos cellules. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Une seule mutation dans notre code génétique va influer sur une protéine en particulier, et cette protéine, en fonction de là où elle est impliquée en termes de fonction, elle va influer sur tel ou tel type cellulaire et sur telle ou telle fonction de notre organisme. Donc dans le cadre de notre hypercholestérolémie familiale, avant tout, il est estimé que l'héritabilité, donc c'est un gros mot qui veut dire juste la part génétique de notre cholestérol circulant chez chaque individu, elle est estimée à 40%. Donc plus de 40%
de votre cholestérol est déterminée par votre génétique. Comment on va s'intéresser finalement à cette génétique de l'hypercholestérolémie familiale? Ici en noir, vous avez des patients qui ont des cholestérols extrêmement hauts génétiquement. Et comment on va aller rechercher finalement la mutation dans notre code génétique qui va influer sur la fonction dont on parlait tout à l'heure, qui augmente le cholestérol total. Comment ça se passe? On fait un prélèvement sanguin. Comment on récupère l'ADN? À partir du prélèvement sanguin, seulement les globules blancs comportent de l'ADN, les globules rouges n'en ont pas. Donc on récupère les globules blancs de prélèvement de sang et on extrait l'ADN à partir du noyau des globules blancs de notre organisme. On sait, donc Sarah vous a présenté juste avant, on sait que cette voie endogène du cholestérol est très majoritaire, elle compte pour 80% du cholestérol circulant. Pour faire très simple, le cholestérol est synthétisé à partir du foie, puis suite à sa distribution au sein de l'organisme est recapté par le foie. Finalement, ce qui a été fait il y a une cinquantaine d'années, avant le développement des développements technologiques de la génétique, on est parti de la fonction, on est parti de ce qu'on savait. Donc on savait que le foie était pourvoyeur de cholestérol sous la forme de lipoprotéines, donc tout à l'heure on parlait de VLDL, et ce que vous avez en orange ici, cette protéine s'appelle l'apolipoprotéine B. Peu importe son nom, ce que je vais vous montrer ici, c'est elle qui porte le cholestérol dans la circulation. Et une fois qu'elle est synthétisée ici, elle est recaptée par le fameux LDL qui est recapté par le foie, donc qui est reçu, donc on appelle ça le récepteur OLDL, qui recapte ici. On connaissait bien ces deux entités ici, donc ce qu'on a voulu faire dans un premier temps, d'un point de vue génétique, en partant de la fonction de la protéine qu'on connaît, ces deux en orange et en vert, on est allé séquencer les gènes particuliers qui codaient pour ces deux protéines-là. Donc finalement, on a séquencé petit à petit ces deux gènes-là en particulier. Donc j'attire juste votre attention sur le fait qu'on est parti de la fonctionnalité, on savait comment ça fonctionnait, puis on a été chercher les gènes qui nous intéressaient. Comment ça fonctionne? Alors ici, vous avez juste un séquençage qui était fait à l'époque. Donc vous avez chaque pic ici représente une base en fonction de sa couleur. Les 4 lettres dont je vous parlais précédemment, A, T, C, G, on est capable de les lire ici. Si on voit qu'en vert c'est un A, en rouge c'est un T, etc., etc. On est capable de reconstituer la séquence d'un gène qui nous intéresse. Le gène ApoB ou le gène LDL récepteur, si on parle juste de cholestérolémie. Et comme vous le voyez ici, on a des profils qui sont différents, qui sont quasiment identiques entre cette jeune fille qui est saine, donc qui n'a pas d'hypercholestérolémie familiale, avec sa sœur ici, qui, elle, a à peu près la même séquence, à l'exception de ce pic ici. Vous voyez qu'à cette position-là, je ne sais pas si on voit bien avec le jaune, mais finalement, on se retrouve avec un pic qui est vert et un pic qui est rouge. Ça veut dire qu'en fonction du chromosome qu'elle a, en fonction des deux chromosomes, sur un chromosome, elle a un pic rouge, donc qui correspond à une base T ici, ou un pic vert sur l'autre chromosome, qui est un A. Donc on peut dire qu'à cet endroit-là, on a une mutation particulière du gène LDL récepteur ou ApoB. Comment on va faire par la suite? On va regarder si cette mutation qu'on a détectée lors du séquençage, on la retrouve dans toute la famille et si elle est associée avec la présence ou non de la pathologie. Donc comme vous voyez ici, mut veut dire qu'on a retrouvé la mutation. Donc vous voyez ici que la mutation est retrouvée chez tous les patients qui ont l'hypercholestérolémie familiale, c'est-à-dire qui sont en couleur noire ici sur l'arbre, et par contre on ne la retrouve pas chez les patients sains. Donc on peut dire que cette mutation est responsable de la maladie au sein de la famille. Juste pour vous donner une idée, ça c'est ce qu'on fait toutes les semaines au laboratoire, et en particulier au laboratoire de diagnostic à Nantes. Et vous voyez ici qu'on a à peu près 3/4 des patients qui sont adressés par l'équipe clinique, qui présentent une hypercholestérolémie familiale suspectée du moins, qui présentent une mutation dans ce gène ici en vert, qui est le récepteur du LDL par le foie, et à peu près 6 à 7% de patients qui présentent des mutations dans le gène ApoB. Donc ça, on sait plutôt bien le faire. Pourquoi c'est important de savoir si ces gens présentent des mutations? Parce que finalement, le traitement, il pourrait être à peu près le même entre une personne qui a un cholestérol extrêmement haut génétiquement ou non. L'important, c'est, si on revient sur le graphe que vous montrez Sarah juste avant, c'est que finalement, si on est capable de dire que cette personne-là,
elle a un cholestérol génétiquement haut depuis sa naissance, et ben, sur l'intégralité de sa famille, si le premier patient ici, en noir, numéro 3, présente une hypercholestérolémie familiale, ce qui est intéressant de savoir, c'est que cette jeune fille ici, sa fille, présente une hypercholestérolémie familiale génétique, et on va être capable, à des âges très précoces, de les traiter et finalement d'infléchir la courbe qui induit une augmentation très rapide du risque cardiovasculaire, et d'infléchir cette courbe pour finalement retourner sur des risques qui sont complètement normaux à l'heure actuelle. Donc finalement, là où le diagnostic fait bien son travail, on a à peu près 80% des cas où on est capable d'expliquer génétiquement ce qui se passe. Là où nous, chercheurs à l'Institut Thorax, ce qui va nous intéresser, c'est finalement ces familles, ce qui va nous intéresser en particulier, ce sont ces familles pour lesquelles on ne trouve pas de mutation dans le gène du récepteur OLDL et pas de mutation dans le gène ApoB. Et finalement, ces 20%-là, qui présentent une autre cause génétique, va nous intéresser parce qu'elle va permettre d'identifier des nouveaux mécanismes impliqués dans la régulation du cholestérol chez ces patients. Alors comment on fait? Puisque finalement, là, on n'a plus d'hypothèse, on a exclu nos 2 gènes très connus responsables de la maladie. Donc il va falloir aller séquencer non plus ces 2 gènes, mais les 25 000 qui restent, et même potentiellement l'intégralité de nos 3 milliards de bases qui sont dans notre génome. Et là, c'est plus la même histoire. On n'est plus capable de lire les pics un par un, vert, rouge, bleu, etc. 3 milliards de fois, ça va nous prendre plusieurs vies. Donc là où on partait de la fonction, la connaissance de la fonction pour aller jusqu'au gène, finalement on va renverser la balance. Et l'idée c'est de partir de tous les gènes pour ensuite arriver à la découverte de nouvelles fonctions. Donc là où je vous disais précédemment que, juste pour vous rendre compte à peu près de ce que ça veut dire, là où précédemment on était capable de lire une à une les bases, on lisait un chapitre de livre à peu près. Là, le dilemme, il est un petit peu différent. Il va falloir trouver la faute d'orthographe dans une bibliothèque de 8000 livres, juste en proportion. Et là, c'est important. Donc, ce qui va rentrer en ligne de compte ici, c'est qu'il y a eu un développement technologique très important à partir des années 2000, qui permet non plus de séquencer petit à petit et pas à pas ce génome, cette intégralité du génome. Et là, avec le développement des nouvelles technologies de séquençage, et en particulier de l'informatique, on a pu investiguer l'intégralité du génome, et je vais vous expliquer vraiment de manière succincte comment on fait. Alors comment on fait? Comme précédemment, à partir d'un prélèvement de sang, on va récupérer l'ADN de nos patients. Cet ADN qui est représenté ici en bleu, on va le casser en plein de petits morceaux. On le fait avec des ultrasons, peu importe, on va le casser avec plein de morceaux, en plein de petits morceaux qui sont représentés ici. Et tous ces petits morceaux, on va les lire. C'est des petits morceaux d'environ 150, 200 ampères de base, et on va les lire. On va avoir des millions de petites séquences comme ça, qui vont être lues une à une. Et ça va être fait automatiquement par des séquenceurs à très très haut débit. Et une fois qu'on a toute cette grande librairie de millions de séquences, on va devoir reconstituer le puzzle. Donc, pour faire simple, on va regarder ces séquences ici, on va voir où est-ce qu'elles se chevauchent et où est-ce qu'on retrouve une homologie. Et petit à petit, on va les mettre bout à bout, et on va être en capacité, comme un grand puzzle à partir des coins, finalement, c'est de reconstituer l'intégralité du génome d'un individu. Donc ça, c'est pas fait évidemment à la main, c'est fait avec des outils informatiques. Donc on recrée petit à petit l'intégralité de nos génomes en superposant et en retrouvant les correspondances de nos séquences d'ADN. Une fois qu'on a fait ça, lorsqu'on les a alignés, ici vous avez le séquençage d'un individu, on va aller voir où est-ce qu'on retrouve, comme tout à l'heure où on avait nos 2 pics, la présence de mutations sur l'intégralité d'un génome d'un individu. Okay. Grosso modo, on a environ 10 millions de ce type de mutations par individu au sein d'une famille. Tous, tout confondu, et on les met tous comme une liste de variations qu'on trouve, ou de mutations génétiques qu'on trouve chez un individu. Alors maintenant, on est content, on a nos 10 millions de variations, et tout à l'heure, je vous disais, on cherche la faute de frappe ou l'erreur dans tous les livres. Et parmi toutes ces erreurs, il y en a une qui est responsable de la pathologie au sein de la famille, et il faut la trouver. Donc comment on va faire? Là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on va sortir le tamis, et on va petit à petit filtrer
toutes les mutations qu'on a identifiées pour voir laquelle est possiblement responsable de la maladie au sein de la famille. Donc, comme je vous le disais précédemment, on va regarder les mutations qui sont seulement retrouvées chez les patients qui sont atteints au sein de la famille et pas chez ceux qui sont sains. Donc c'est ce qu'on va faire, hein. Ici, on va, dans un premier temps, rechercher les variations, les mutations qui sont présentes seulement chez les patients et pas chez les contrôles. Alors, cette grande slide, juste pour vous expliquer que l'ADN, on dit qu'il est extrêmement variable, on dit aussi qu'il est polymorphe, c'est-à-dire qu'il a un grand nombre de formes différentes. Et comme vous le voyez ici, il y a des grands, des petits, des plus gros, des couleurs de peau qui changent, etc. C'est des couleurs des yeux, etc. C'est pas pour autant que ces gens sont malades. Ces gens vont très bien. Ils sont tous génétiquement différents. Et donc, parmi ces 10 millions de mutations qu'on avait identifiées précédemment, un très très grand nombre ne cause pas de maladie, heureusement. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre toutes les mutations qu'on a retrouvées chez ces gens-là, qui font qu'ils ne sont pas malades, mais qui sont tous différents, et on va les enlever, puisque finalement, elles ne sont pas responsables de la maladie qui nous intéresse. Donc, si on séquence tous les gens de l'audience aujourd'hui, finalement, si on cherche la cause d'une maladie rare, on va pouvoir exclure, s'il n'y a pas de personne avec cette maladie rare dans l'audience, on va pouvoir exclure toutes les mutations qu'on a retrouvées chez vous pour identifier celle qui est responsable chez les patients. Donc ça va être la deuxième partie. On va s'intéresser aux mutations finalement qui sont rares à l'échelle d'une population générale. Et dans un troisième temps, on s'intéresse, malheureusement dans un premier temps, aux choses qu'on connaît, c'est-à-dire qui sont retrouvées dans les 3% dont je vous parlais précédemment, qui confèrent la fonction parce qu'ils sont responsables de la formation d'une protéine. Voilà. Donc c'est à peu près les 3 grandes étapes qu'on utilise pour identifier au sein d'une famille la mutation qui est responsable de la pathologie. Donc c'est ce qui s'est passé en 2003, donc il y a une vingtaine, un peu plus de 20 ans maintenant, puisque on y reviendra, mais comme je vous le disais, l'Institut a 20 ans. Donc ça, c'est antécédent à la genèse de l'Institut du thorax. Vous voyez ici une famille représentée en noir. Alors les symboles ne sont pas complètement noirs, mais ce sont des patients qui sont atteints, qui présentent une hypercholestérolémie familiale. Et cette famille vient de Machecoul. Si vous connaissez la région nantaise, finalement, Machecoul, c'est pas très loin d'ici. Et cette famille était suivie par le professeur Krempf au CHU de Nantes. Et les 2 gènes connus, vert et orange, ont été séquencés. On n'a pas retrouvé de mutation chez ces patients-là. Donc, l'approche familiale et l'approche génétique à grande échelle a été réalisée dans le laboratoire du professeur Boileau à Paris et en collaboration avec le professeur Nabil Seda au Canada. Et par l'approche dont je vous ai parlé précédemment, ils ont identifié une mutation dans un gène que personne ne connaissait, qui s'appelait PCSK9 à l'époque, et je vais y revenir. Et il a été montré finalement que des mutations dans ce gène-là étaient responsables de la maladie au sein de la famille. Je ne vais pas aller dans les détails, mais l'idée est là. Ce qui a été montré, en fait, c'est que ce gène était le 3e gène d'hypercholestérolémie familiale. Et ce gène PCSK9 a été montré comme étant un inhibiteur du récepteur en vert dont je vous parlais précédemment. Et ça a été le début d'une grande histoire, puisqu'ici vous avez l'augmentation du nombre de publications scientifiques au cours des années. Et vous voyez, on a plus de 6000 articles scientifiques qui ont été publiés depuis cette date. Sur le domaine, avec des preuves fonctionnelles chez l'animal, dans des modèles de cellules, etc. Là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, cette cause génétique, cette petite famille, elle explique qu'une toute petite portion de l'hypercholestérolémie familiale au sein de la population d'hypercholestérolémie. Cependant, même si cette seule famille, entre guillemets, initiale, et cette toute petite proportion de patients atteints d'hypercholestérolémie familiale ne représente pas grand-chose à l'échelle du diagnostic, elle a permis finalement, avec le concours de la génétique ici, des preuves fonctionnelles, en 10-12 ans, à générer de nouveaux traitements qui ont permis, en bloquant cette protéine en particulier, on a une réduction, c'est les fameuses molécules dont vous parlait précédemment Sarah. Il a été montré plus de 70% de réduction de LDL cholestérol chez les patients qui sont traités avec des anti-PCSK9, donc des protéines qui vont bloquer cette protéine.
Et cette diminution du LDL cholestérol de plus de 70% est accompagnée d'une réduction importante du risque cardiovasculaire chez les patients traités. Donc finalement, de cette petite proportion de patients et de cette petite famille de MASH Cool, on est à l'heure actuelle avec des dizaines de milliers de patients qui sont traités à travers le monde parce qu'on a compris à partir de la génétique et à partir des données fonctionnelles et des preuves scientifiques, on est capable de traiter un grand nombre de patients et de les protéger contre le risque cardiovasculaire. Donc finalement, c'est comme ça que l'Institut du Thorax fonctionne. Donc là où, au départ, on avait des cliniciens à Nantes, des chercheurs en génétique à Paris et des chercheurs plus sur l'aspect fonctionnel au Canada, on allait finalement piocher dans les compétences de chacun. Toutes ces compétences sont maintenant regroupées au sein de l'Institut du Thorax sur les différentes pathologies que vous allez écouter au cours de ces quatre conférences. Et en particulier aujourd'hui, nous, on travaille ici, si on regarde à l'échelle d'une population la distribution du LDL cholestérol, on s'intéresse aux patients qui ont des LDL cholestérol extrêmement hauts pour comprendre génétiquement ce qu'ils ont, pour potentiellement repartir pour un cycle de découverte et potentiellement identifier de nouveaux traitements par cette approche qu'on appelle de recherche translationnelle, du patient par la génétique, par les modèles, pour retourner au patient. Mais aussi, donc ça c'est sous l'impulsion de Bertrand Cariou, il y a une dizaine d'années maintenant, qui a eu l'idée plutôt très intelligente finalement, de non plus s'intéresser seulement aux patients qui sont à très haut risque d'avoir des pathologies cardiovasculaires dues à leur LDL cholestérol très élevé, mais plutôt de s'intéresser aux patients et aux personnes qui ont des LDL cholestérol extrêmement bas. Pourquoi c'est intéressant ? C'est parce que génétiquement, si on est capable de comprendre ce qui se passe chez les patients qui ont des LDL cholestérol extrêmement bas, on va être, encore une fois, par ce modèle de recherche translationnelle au sein de notre institut, être en capacité d'appliquer nos découvertes ici sur ces patients qui ont des LDL cholestérol très, très bas, pour l'appliquer chez les personnes qui en ont besoin, qui sont à très haut risque cardiovasculaire. Donc voilà, donc en conclusion, alors ça c'est avec Sarah, ou enfin je la fais. Juste quelques messages à garder en tête, c'est que l'élévation du LDL cholestérol augmente le risque d'événements cardiovasculaires. Diminuer le LDL cholestérol diminue le risque cardiovasculaire, et ça c'est vraiment établi. L'hypercholestérolémie familiale est une atteinte sévère d'origine génétique, d'où l'intérêt du dépistage pour un traitement précoce, en particulier chez les enfants des patients qui présentent une hypercholestérolémie familiale d'origine génétique. Et enfin, une meilleure connaissance des causes génétiques permet d'améliorer la prise en charge de l'hypercholestérolémie et des pathologies cardiovasculaires. Donc tout ce travail est vraiment le fruit d'équipes pluridisciplinaires, que ce soit l'équipe d'endocrinologie du CHU de Nantes, le centre d'investigation clinique, qui est vraiment le lien entre la recherche fondamentale et la recherche clinique et les services de soins, et aussi l'équipe de recherche fondamentale de l'Institut du Thorax, en particulier l'équipe 4, il y a une partie qui est en haut là-haut. On remercie beaucoup évidemment les patients et leurs familles, les financeurs de notre recherche, et je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais passer le micro. Est-ce que la régulation du dépôt dans les vaisseaux sanguins est indépendante de la... Est-ce qu'il y a une régulation qui peut contribuer justement au risque de maladies cardiovasculaires? Est-ce que c'est indépendant finalement de la concentration de LDL? Qui est dépendante, mais vous avez raison, il y a aussi sans doute des choses qu'on ne connaît pas encore, et c'est d'ailleurs un des sujets de recherche de Bertrand Cariou, qui s'intéresse à ces familles qui sont atteintes d'hypercholestérolémie familiale, et certains patients ne développent pas de maladie cardiovasculaire malgré l'exposition. Donc il y a probablement quelque chose d'indépendant, qu'on ne connaît pas encore, mais on aura peut-être les réponses dans quelques temps.
Vous avez parlé des statines tout à l'heure. J'ai cru lire dans certains documents que les statines avaient des effets secondaires parfois très dommageables pour l'organisme. Avez-vous quelques éléments sur la question? Parce que les statines, c'est le médicament de base, mais est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment aussi inoffensif que ça? Alors, il y a beaucoup de choses, vous avez raison. Il y a énormément de choses qui sont dites et qu'on peut lire sur les statines. Ce qu'on sait, c'est que maintenant, ça fait quand même beaucoup d'années qu'on utilise ces molécules chez beaucoup de personnes. Et que le message est très rassurant, en fait. Il y a vraiment peu d'alertes de choses qui sont sérieuses. Les événements indésirables, ils existent, il ne faut pas le nier. Il y a des études qui s'y intéressent et on commence à avoir des chiffres. Les douleurs musculaires, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Ce ne sont pas des atteintes graves, ce sont des atteintes qui sont gênantes pour les patients. C'est à peu près 9% des personnes, quand on regroupe un peu les études, 9% des personnes sous statine. Et quand on arrête le traitement, les douleurs disparaissent. Ce n'est pas un effet définitif, ce n'est pas des choses qui sont sévères. Donc le message, c'est qu'il y a une proportion de patients qui peut développer des effets secondaires, mais de gravité pas très importante. Donc je ne pense pas que ça vienne mettre en balance le traitement qui, lui, a fait épreuve. Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure de la synthèse des hormones stéroïdiennes par le cholestérol. Et je voulais savoir si le fait d'avoir du cholestérol, d'avoir plutôt des plaques d'athérome, c'est ça, pouvait être induite par une hormonothérapie. Alors, je ne peux pas répondre de manière générale parce qu'il y a des hormones qui peuvent, quand elles sont en excès ou en défaut, peuvent modifier le métabolisme du cholestérol. Et il y a certains traitements qui peuvent augmenter le cholestérol et donc, par ce biais, augmenter les plaques d'athérome. D'accord, parce que sans cholestérol, vous avez bien dit que c'était la norme pour le LDL et c'était pas la cible. Donc c'était la cible et non la norme. Mais donc quand on n'a aucun facteur de risque, ça peut être expliqué par une hormonothérapie qui est prise depuis plusieurs années. Des événements cardiovasculaires. Oui. Il y a des personnes chez qui on ne trouve pas de cause, effectivement. C'est ça, d'accord. Il y a des personnes qui font des événements cardiovasculaires sans facteur de risque. Oui. Alors il y a des nouvelles choses qui arrivent, on n'a pas eu le temps d'en parler là, il y a d'autres types de lipoprotéines de graisse qui peuvent entrer en jeu. C'est la lipoprotéine A, mais voilà, ce n'était pas le sujet de ce soir, mais il y a d'autres choses, effectivement. Ouais. Quelle est votre position par rapport à la levure de riz rouge? La levure de riz rouge, c'est une forme de statine, finalement, puisque c'est comme ça qu'ont été créées les statines. Donc la levure de riz rouge, c'est une très très petite dose de statine. C'est de la statine. C'est la même chose, mais pas dans les mêmes quantités. Oui, bonsoir. Moi, je voulais savoir, est-ce que quand on fait un infarctus du myocarde, est-ce que c'est forcément du mauvais cholestérol? Non, non. C'est pas forcément du mauvais cholestérol. Vous avez tous les autres facteurs de risque qui jouent aussi, qui entrent en compte. Et certaines personnes qui font des événements cardiaques ont un niveau de LDL cholestérol qui était plutôt bas même, et on va retrouver d'autres choses. Il peut y avoir le diabète, le tabac, l'hypertension artérielle. Et donc c'est pas. Mais si on n'a pas de diabète, si on ne fume pas, si. Non, pas du tout. Non, c'est-à-dire si on n'a aucun facteur de risque. Ouais, oui, parce que j'ai fumé, mais j'ai arrêté il y a une quinzaine d'années. Mais après, est-ce qu'on peut faire un infarctus du myocarde aussi inaperçu? Les infarctus silencieux, oui. On dit que ça peut exister. Ça peut exister. Après, malheureusement, souvent, on finit quand même par le savoir, puisque ça peut donner des défaillances au niveau du cœur. En fait, le cœur peut en souffrir et donner l'insuffisance cardiaque par la suite. D'accord. Est-ce que les fibrates peuvent être une alternative aux statines? Alors c'est une bonne question. Les fibrates ont été au début utilisés pour faire baisser le LDL cholestérol. Alors ça ne baisse pas beaucoup le LDL cholestérol, et surtout ce qui pose problème, c'est que presque tous les essais qui ont été faits ne montrent pas de réduction du risque cardiovasculaire. Donc c'est ça le frein qui fait qu'on ne remplace pas les traitements par les fibrates. Moi je voulais vous demander si le traitement substitutif de la ménopause a agi sur le LDL cholestérol. Oui. Ça le fait baisser. Ça le fait plutôt baisser, oui. Donc oui, il y a eu des études qui ont prouvé que ça pouvait agir sur ça peut agir. Après, c'est très délicat protéger. Parce que quand on se pose la question de mettre un traitement hormonal substitutif chez une femme ménopausée,
Il y a beaucoup de littérature là aussi, et en gros, c'est efficace chez des femmes qui sont plutôt en bonne santé. Là, on va prévenir le risque cardiovasculaire en les traitant. Par contre, une femme qui a déjà beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire, c'est plutôt une contre-indication à mettre un traitement hormonal substitutif. Une femme hypertendue, diabétique qui fume, en général, on ne va pas mettre de traitement hormonal parce que vous avez d'autres effets de ce traitement-là. D'accord. Alors moi j'aurais une double question presque. Est-ce que j'ai bien compris en fait si dans une famille au niveau générationnel l'hypercholestérolémie est prouvée chez toutes les femmes, on peut là parler justement d'une composante génétique? Oui, alors il existe plusieurs modes de transmission génétique. Donc il est possible que la transmission soit seulement de père à fils ou de mère à fille, etc. Donc ça va dépendre sur quel chromosome la mutation potentielle est retrouvée. Sur le chromosome X, sur le chromosome Y. Donc là c'est au cas par cas en fait. Et finalement, on prend en compte ce paramètre quand on fait nos analyses génétiques. Tout à fait. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut investiguer ça alors? Tout à fait. Ok. Et la deuxième question, alors là, elle est plutôt personnelle. C'est vrai que moi, j'ai en effet ce qu'on appelle un résultat subnormal, en fait, au niveau du bilan lipidique. Et ma médecin, en fait, est plutôt réfractaire. Enfin, en tout cas, elle ne me prescrit pas de manière spontanée les traitements de première intention que vous avez nommés. Elle me préconise plutôt une investigation à titre de bilan calcique sur les coronaires, par exemple. J'avoue que je ne comprends pas bien sa démarche parce qu'il n'y a pas non plus le fameux test d'effort avant. Enfin, elle est allée direct, en fait, à ce... Alors, plutôt une bonne démarche. Enfin, c'est ce qu'on fait de plus en plus, en fait. C'est pas un bilan calcique, on regarde les plaques calcifiées au niveau des artères du cœur. C'est ça. C'est un scanner qu'on fait sans injection de produit. Ah bon? Ouais. Parce que moi, c'est ce qui a été préconisé. On n'a pas besoin. Ah d'accord. Pour regarder les plaques calcifiées, et ça nous donne une idée de finalement quel est le niveau de plaque qu'on peut déjà avoir. Et c'est vrai que ça nous aide à réfléchir sur la mise en route du traitement ou pas. D'accord. Si vous avez déjà des plaques qui sont visibles, peut-être que c'est un indice en plus pour dire il faut traiter. Puis à l'inverse, quand il n'y a aucune plaque, parfois ça nous permet de réfléchir. D'accord. Parce qu'elles mettent combien de temps à se constituer les plaques en fait? Elles mettent plusieurs années. D'accord. Et là en plus on regarde une partie un peu particulière des plaques, c'est la partie calcifiée. Donc c'est sûr que ça prend plusieurs années. Mais c'est un score que nous on fait de plus en plus, et surtout chez les patients qui ont un niveau élevé de LDL cholestérol. Et on le répète, ça dépend après, mais c'est à peu près tous les 5 ans quand ça va bien. D'accord, merci. Alors, moi j'ai une question par rapport à l'hypertension en facteur de risque. Si l'hypertension est traitée, est-ce qu'elle reste un facteur de risque, puisque du coup il n'y a plus de problème entre guillemets si elle est traitée, et que le traitement fonctionne? Alors c'est très bien de la traiter. Il faut la traiter, mais ça reste quand même un sur-risque par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas du tout d'hypertension artérielle. Donc quand on prend en compte le risque global, même si vous êtes bien à l'équilibre, et c'est ce qu'il faut, ça reste un sur-risque par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas du tout d'hypertension artérielle. Mais beaucoup moins que quelqu'un qui aurait une hypertension non traitée, ça c'est sûr. D'accord, merci. Et juste une deuxième question par rapport aux sardines. J'étais étonnée de voir que c'était dans la rubrique avec cholestérol, parce que moi j'ai l'idée que c'est du bon gras, donc j'en mange au moins une fois par semaine exprès. Vous pouvez garder cette idée-là, c'est du bon gras et ça contient du cholestérol, mais qui n'a pas d'impact néfaste au niveau cardiovasculaire. Parce que là, il fallait que je change. Oui, bonsoir. Je voulais demander, est-ce que le fait d'avoir une dose importante de HDL dans le bilan permet de supporter davantage de LDL? C'est une bonne remarque. Alors là aussi, on apprend des choses au fur et à mesure. Pendant longtemps, on pensait que plus notre HDL était élevé, plus on était protégé. Et aujourd'hui, on est en train de se dire que finalement, c'est peut-être une espèce de courbe en U. C'est-à-dire que quand vous avez un niveau d'HDL un peu élevé, c'est plutôt protecteur, mais quand il devient trop élevé, on voit que ces personnes-là, elles font à nouveau plus d'événements cardiovasculaires. Donc
Ça dépend le niveau, on va dire, d'HDL cholestérol. D'accord, merci. J'ai compris que, que quand on avait un traitement par statine, si on l'arrêtait, en fait qu'il ne fallait pas l'arrêter parce que... Et pourquoi ? Pourquoi ce phénomène ? Parce que ce sont des molécules qui agissent au moment où vous les prenez, elles bloquent la synthèse par une voie un peu spécifique. Et si vous arrêtez d'en prendre, ce blocage qui est fait par la molécule, il disparaît. En fait, c'est vraiment... Non, c'est pas plus qu'avant. Ah non. Ah non, pas du tout. Non, vous retrouvez le niveau de quelqu'un qui n'est pas traité. Pas du tout. Vous avez une question ? Oui, moi je voulais demander pour le PSK9, dans quel cas on peut le prendre ? Et, enfin, moi je suis dans le cas où j'ai très peu de cholestérol d'avance, mais on m'en demande beaucoup moins de par mon système cardiovasculaire. Et donc, les statines ne me vont pas, font de problèmes au foie. J'ai essayé d'autres choses, mais ça ne suffit pas pour le faire baisser suffisamment. J'ai trop peu à baisser, moi, en fait. Donc, pourquoi le PSK9 ne pourrait pas être proposé à quelqu'un comme moi ? Alors là, on suit nos réglementations, en fait. Là, c'est même plus médical, c'est au niveau de santé publique. Les remboursements actuels des anticorps anti-PCSK9 sont très cadrés. On doit demander l'autorisation avant de prescrire à la sécurité sociale et on a des cases à cocher, merci. On a des cases à cocher et les indications sont claires et assez restrictives. Donc c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui a déjà fait un événement cardiovasculaire dans sa vie et il y a aussi une histoire de chiffres, comme vous dites. C'est un chiffre de LDL cholestérol qui est au-dessus de 0,70 g. Donc ça fait plein de conditions qu'il faut atteindre pour pouvoir bénéficier de ce médicament-là. Ouais, il y a des conditions. Des solutions politiques après. Moi, je voudrais savoir, quand on a un facteur de risque, alors moi, ça a été mon cas à peu près vers 20 ans pour de l'hypertension, pourquoi est-ce qu'on ne tient pas compte ? Parce qu'en fait, on voit qu'avec l'âge, forcément, le cholestérol va augmenter. Et pourquoi est-ce qu'on attend, j'ai envie de dire, pour commencer à le traiter, d'arriver dans des standards, alors qu'on a un facteur de risque qui est très jeune, en réalité. Beaucoup de gens ont de l'hypertension beaucoup plus tard. Moi, j'avais une hypertension essentielle à 20 ans. Et en fait, on a attendu que j'ai... je sais pas à quel âge, peut-être 55 ans pour me traiter contre le cholestérol. Et à 57 ans, j'ai fait un incident cardiaque. Donc pourquoi est-ce qu'on peut être en condition d'attendre aussi longtemps pour traiter un facteur de risque ? On n'attend pas vraiment. C'est pour ça qu'on préconise ce dépistage assez précoce, surtout pour les formes familiales où là les niveaux sont plus élevés et où on voit que ce risque il est beaucoup plus tôt, comme ce que vous illustrez. Et dans ce cas-là, on n'attend pas. On dépiste les enfants d'une personne qui aurait une hypercholestérolémie familiale dès l'âge de 6-8 ans, parce qu'on sait que dès 6-8 ans, on peut démarrer le traitement. Et plus on va le démarrer tôt, et plus on va diminuer ce risque cardiovasculaire-là. Donc il n'y a pas de raison d'attendre chez ces patients-là. Après, chez les patients qui n'ont pas d'atteinte génétique, c'est un peu plus discutable, parce que là, on a moins de données. En fait, tout ce qu'on fait, on le fait sous couvert de données de littérature qui ont prouvé que traiter améliorait les choses, et donc ça avance petit à petit. Et peut-être que d'ici quelques années, on sera encore plus strict. Là, les cibles, elles sont déjà beaucoup plus strictes qu'il y a encore quelques années. Ça ne fait que de diminuer. En tout cas, on traite les enfants qui sont atteints d'hypercholestérolémie familiale dès... c'est l'âge auquel on peut démarrer ces molécules. Et je me dis, c'est vers 8 ans. Donc, on a encore le temps pour 2 questions. Bonsoir. Vous avez dit que 90% des personnes n'étaient pas diagnostiquées d'hypercholestérémie familiale. D'où vient ce chiffre ? Est-ce que les médecins généralistes ont la connaissance ? Comment on arrive à faire un dépistage génétique ? Alors, on fait de l'information de plus en plus. Les médecins généralistes, ça fait partie de l'auditoire auquel on parle aussi.
On les sensibilise aux différents critères là, qui font suspecter l'hypercholestérolémie familiale. Donc petit à petit, on commence à en avoir de plus en plus. À Nantes, on est à 1800 patients, 1100 patients diagnostiqués pour cette maladie-là. Au niveau national, on n'est pas loin de 10 000 actuellement. Il y en a d'autres encore à dépister. Et petit à petit, ça augmente. Après, le problème du cholestérol, c'est que ça ne se voit pas. Si vous ne faites pas de bilan, vous ne le voyez pas. Et alors, nous, on sait en termes d'enquête génétique, même les familles sensibilisées qui ont un membre de leur famille atteint d'une atteinte génétique, pour les faire venir jusqu'au service pour faire les tests, etc., c'est pas toujours facile. Même si vous savez que vous êtes à risque, des fois, le passage au dépistage n'est pas forcément aisé. Et donc, on essaye de faire de l'information pour augmenter ce dépistage-là. Et oui, et effectivement, et les biologistes peuvent aider aussi. Il peut y avoir des messages donnés sur les résultats de prise de sang. Quand on a des taux de LDL cholestérol très élevés, on peut avoir une petite alerte sur le résultat qui redirige vers nos services pour discuter du diagnostic. Et oui, exactement. Vous pouvez en parler. Nous, la plupart de nos patients nous sont adressés soit par des médecins généralistes, soit par des médecins cardiologues. Enfin, voilà, c'est des confrères extérieurs à l'endocrinologie qui nous envoient les patients pour dépistage. Il y a une association de patients pour l'hypercholestérolémie familiale qui s'appelle ANET. Il y a une association de patients d'hypercholestérolémie familiale qui est important, qui peut relayer les messages. Il y a eu un livre blanc qui a été fait justement pour essayer d'améliorer le dépistage. Après, on a des traitements, donc si on traite tôt, ce qu'a dit Sarah, un enfant qui est traité à l'âge de 10 ans, il n'a pas plus de risque. Un enfant qui a une hypercholestérolémie familiale qui est traité à l'âge de 10 ans, il n'a pas plus de risque qu'un enfant non atteint, parce qu'on va diminuer sa charge en cholestérol au fil des ans. Donc, je pense que la dernière question. D'abord, je voulais vous remercier, je pense au nom de la salle aussi, pour la clarté de votre présentation. Moi, je suis suivi depuis 40 ans. Donc, je voulais seulement... j'ai une chose qui m'a surpris. Alors, j'ai vu les avancées, effectivement, et les progrès qui ont été faits depuis 40 ans. Il y a une chose qui m'a surpris, c'est quand vous avez présenté le pourcentage de causes par rapport à la maladie. C'est-à-dire, vous mettez 20% sur l'alimentation. Alors, on parle de stress, on parle d'activité physique, bon, des effets positifs et négatifs. Est-ce qu'on a plus de précision sur le sujet? Parce que moi, ça m'intéresse. Je fais un régime depuis 40 ans, je suis dans la trithérapie, donc je sais que le stress, j'en ai plus parce que je suis en retraite, hein, je veux dire, et donc j'essaye d'avoir une activité physique, même si j'avais une activité plutôt intellectuelle, ce qui n'est pas facile. Et je suis confronté un peu aussi, alors, je connais bien le professeur Cariou, on s'est aussi rencontré quelques fois, à des effets un peu négatif, qui, au niveau musculaire, effectivement, même si on me donne, vous me prescrivez moins de statine, mais j'en prends tout le temps. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu sur ces pourcentages pour que les gens aillent mieux, quoi, déjà, sans traitement? Alors, soyez quand même persuadés que le fait de manger bien et de faire de l'activité physique, ça contribue à votre protection. Enfin, ça... Ce que je disais, au-delà du cholestérol, il y a tous les effets bénéfiques de l'alimentation et de l'activité physique sur le risque cardiovasculaire qui sont démontrés. Et il y a même certaines études qui montrent que l'activité physique associée au régime méditerranéen, par exemple, ça diminue significativement le risque cardiovasculaire. Donc ça, faut rester... On ne dit pas du tout qu'il faut manger n'importe comment, et ce n'est pas du tout le propos. Seulement, vous devez savoir que même en faisant très attention, votre niveau de LDL cholestérol reste élevé. Et c'est là où il y a besoin de rajouter les molécules. Le pourcentage, on le sait par les connaissances, et puis aussi par une des molécules. Là, je vous ai montré les étimibes. C'est un médicament qui bloque l'entrée du cholestérol alimentaire. Et on sait que son efficacité sur le LDL, elle est justement de l'ordre de 15-20%. Donc ça nous éclaire un peu sur ces mécanismes et les pourcentages dont vous me parlez. Et donc finalement, on est obligé d'aller sur plusieurs points pour arriver au 100%, on va dire. Donc l'alimentation, l'activité physique et les différentes molécules permettent...
presque toujours, si on arrive à toutes les classes médicamenteuses, d'arriver à la cible de LDL cholestérol. Mais il faut tout faire en même temps, sinon ça ne fonctionne pas. Je vous en prie. Je pense que c'est l'heure de conclure. Donc je voulais féliciter les deux orateurs pour en effet la clarté de leur topo et leur réponse aux questions. Vous remercier toutes et tous pour votre présence. Ça fait toujours plaisir de mobiliser autant de personnes sur un sujet qui nous passionne, et je pense que c'est important. C'est vraiment un problème de santé publique. Donc dès qu'on peut faire de la communication et ce genre d'événements, je trouve extrêmement important. Et puis, je vous invite à venir pour la dernière conférence qui a lieu le 11 décembre et qui parlera d'anévrisme intracrânien, qui est une des autres thématiques chères à notre institut. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup.